Bien, bonsoir à tous. On va commencer notre séance. On est ce soir dans une séance qui est placée dans le cadre de la délégation mode de vie, comportements sociaux, dont l'animateur Christian est là, et qui va porter sur des questions qui sont très importantes, qui sont celles de la rupture sociale, et qu'on a souhaité, nous, explorer dans le cadre de notre réflexion sur le projet de territoire 2030. On est sur un territoire qui se développe, qui produit des richesses et des emplois, mais en même temps que ce développement, il y a à côté un corollaire qui est la précarité, la pauvreté, un nombre de plus en plus grand de situations sociales qui peuvent être quelquefois très difficiles. Dans ce contexte, le Conseil a donc choisi d'entendre ceux qui sont les acteurs au quotidien du traitement des ruptures sociales. Ces phénomènes impactent fortement la société contemporaine et la prospective territoriale n'aurait pas de sens si nous ne prenions pas ces problèmes en compte. Sous l'égide donc de la délégation, le Conseil a ainsi souhaité entendre des responsables de grandes associations qui œuvrent dans ce domaine. Nous avons déjà reçu Paul Rose, directeur de l'association L'Étape. On a auditionné également Jean-Luc Ledrenne, le maire d'Indre, qui est venu nous parler de ce qu'il a mis en place au niveau de l'accueil des Roms sur sa commune. Nous entendrons le 25 mai prochain Michel Romanet, je ne sais pas s'il est dans la salle, président de Partage 44, et nous continuerons ensuite avec par exemple une audition du président des Eaux Vives qui est dans la salle, je crois, je ne sais pas si... Oui, voilà. Ce soir, nous recevons donc Stéphanie Cordero, présidente départementale des Restaurants du Cœur. Tout le monde connaît les restos, mais on connaît moins l'ensemble des activités de l'association qui vont bien au-delà de la simple distribution de repas. Stéphanie Cordero va bien sûr nous présenter l'activité de l'association, mais nous sommes, au-delà de l'activité de l'association, intéressés par son point de vue général sur l'évolution de la précarité, sur les moyens mis en œuvre, sur les enjeux, les risques de rupture et les perspectives. Je me souviens en tant qu'ancien délégué régional d'EDF et dans le cadre des partenariats qu'on a eus avec les Restos du Cœur, que les Restos du Cœur, c'est souvent le premier signal d'une situation de précarité qui peut quelquefois aller beaucoup plus loin que la simple difficulté à pouvoir se nourrir correctement. Les Restos du Cœur, donc, de fait, constituent une sorte d'observatoire in vivo de l'évolution de la pauvreté. À ce titre, leur point de vue est essentiel. Au moment où nous réfléchissons à un nouveau projet de territoire à l'horizon 2030, nous sommes évidemment intéressés par ce que Stéphanie Cordero et ses collègues vont pouvoir nous dire ce soir sur les attentes vis-à-vis des collectivités et les propositions à faire pour l'avenir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et sauf si Christian a un petit mot à ajouter. Tout a été dit, juste deux mots pour rappeler que mettre l'humain au cœur du projet de territoire, mettre l'humain au cœur du projet de territoire fait partie du regard décalé que l'on souhaite apporter au débat. Hein, ça a été dit à maintes reprises, ça a été écrit récemment, et je pense que c'est une bonne chose d'aborder les problèmes de cette manière. Et ce soir, nous sommes bien sûr à l'écoute d'un des acteurs de la rupture sociale, acteur très, très médiatique, hein, mais ô combien indispensable après, je crois, 25 années d'existence, c'est à peu près ça. Voilà, donc nous allons vous écouter attentivement. Merci. Merci à vous, bonsoir à tous. Donc je vais vous passer un petit diaporama sur les différentes activités des restos, puisque effectivement les restos, ce n'est pas du tout que l'aide alimentaire, nous faisons bien d'autres choses. Donc je vais vous... Voilà, donc les restos, ça date de 1985, sur une petite idée de Coluche, comme ça, sur les ondes d'Europe 1. L'objet de l'association, c'est vraiment, donc comme c'est écrit, aider à apporter en France une assistance bénévole aux personnes en difficulté, notamment dans le domaine alimentaire par la distribution de denrées, en effectuant toute action qui contribue à réinsérer les personnes dans la vie sociale et économique, et d'une manière générale par toute action contre la pauvreté. Le domaine alimentaire, mais aussi, déjà, on le voit bien en filigrane, l'aide à la personne.
Donc 85-86, première distribution. Ensuite en 86, la mort de Coluche. Évidemment, on continue pas. On décide de continuer. 86-87, ouverture des stocks de la communauté économique européenne qui maintenant est remis en cause et nous pose beaucoup de soucis. La création de l'intercampagne, l'année du RMI. Alors maintenant, on préfère l'appeler la campagne d'été, parce que c'est vrai qu'intercampagne, on ne sait pas trop bien ce que ça veut dire derrière, entre deux campagnes d'hiver. Donc maintenant, il y a campagne d'hiver, campagne d'été. Et en Loire-Atlantique, à part 2 centres de distribution, on est ouvert toute l'année. C'est vrai que souvent, les personnes pensent que nous ne sommes ouverts que l'hiver, mais non, nous sommes ouverts toute l'année. Les ateliers et les jardins du cœur. Nous avons 2 jardins d'insertion sur la Loire-Atlantique et nous avons 8 jardins de proximité. Ce sont des bénévoles et parfois des bénéficiaires qui cultivent des légumes qui vont au Resto du Cœur et parfois aussi à d'autres associations. Résidence sociale. Nous avons en Loire-Atlantique un centre d'hébergement d'urgence, un accueil de jour. Nous n'avons pas de résidence sociale. Les restos bébés, dans chaque centre de distribution, il y a un coin bébé. La péniche du cœur, très emblématique des restos à Paris. L'Association nationale d'insertion, ensuite. 98-99, les restos demain, comment distribuer autrement? Alors, on ne distribue plus de colis. Maintenant, les denrées sont sur des tables, sur des étagères, et les personnes choisissent en fonction de leur goût et puis de la composition de la famille aussi. Et maintenant, nous réfléchissons beaucoup sur ce qu'on appelle la distribution accompagnée, c'est-à-dire que maintenant, c'est un bénévole qui accompagne une personne accueillie et qui la suit. Parce que parfois on se rend compte que notamment quand nous avons des personnes d'origine étrangère, elles ne savent pas toujours vraiment ce qu'il y a dans les boîtes de conserve, ne savent pas toujours comment cuisiner les légumes. Donc c'est une façon d'accompagner, de discuter aussi et d'aller un peu plus loin que le simple geste de donner. Les antennes nationales, donc ça je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Réaffirmation de la spécificité de la loi Coluche en 2003-2004, donc c'est le plan européen d'aide aux démunis. Amélioration des conditions d'accueil, donc ça on y a beaucoup réfléchi dans les centres pour faire en sorte que ce soit convivial. Dans tous les centres de distribution, il y a un coin cafétéria, c'est obligatoire. Et c'est vraiment le coin très important parce qu'il y a des personnes dont la sortie au resto, c'est le seul lien social qu'ils ont dans la semaine. Donc ils arrivent à l'ouverture du centre, ils restent à la cafétéria tout l'après-midi ou toute la matinée et ils en repartent à la fermeture du centre. Ça permet de se poser aussi, ça permet d'avoir du lien avec les autres personnes accueillies et ça permet de faire le lien avec les bénévoles aussi. Collecte nationale, donc tous les ans on fait une collecte nationale au mois de mars et nous faisons aussi au niveau de la Loire-Atlantique une collecte en octobre à peu près. Renforcement de l'aide à la personne tout au long de l'année. L'aide alimentaire, c'est quelque part un produit d'appel. Les personnes viennent pour remplir le frigo au départ, quand ils arrivent au resto. Mais derrière ça, il y a un tas de problématiques. Problèmes de logement, problèmes de facture, problèmes d'emploi. Et donc, on essaye, nous, d'aller un petit peu plus loin, sans nous substituer, bien sûr, aux travailleurs sociaux. Donc le projet associatif, c'est un projet qui concerne chaque département. Chaque département a choisi le sien. C'est un projet qui doit fédérer toutes les activités resto, aussi bien les centres de distribution que tout ce qui concerne les gens de la rue. Et nous, en Loire-Atlantique, nous avons choisi l'accueil. Voilà, donc les ressources des restos, vous voyez, sur 100 €, 40,70 € générosité du public, les enfoirés. Très important pour nous. Alors c'est vrai que parfois on nous appelle l'association paillettes. Les restos, les enfoirés, c'est à double tranchant pour nous. On n'apprécie pas, mais pour nous c'est important. Ensuite les subventions, l'Union européenne, les produits divers. Donc ça, ce sont des choses que l'on place. Les fonds propres, ce sont des excédents qu'on a pu avoir certaines années qui sont placés aussi. Et alors les dépenses, donc distribution alimentaire, le plus important, 67,20 €, action d'aide à l'insertion. Ensuite, les frais généraux, on essaye vraiment d'en avoir le moins possible.
Charges liées aux enfoirés, parce que bon, même si les chanteurs viennent gratuitement, il faut quand même louer les salles, il faut payer les techniciens. Diverses, alors ce sont un petit peu les dépenses que l'on a pour les manifestations, entre autres. Et formation des bénévoles, parce que nous faisons des formations internes. Nous faisons des formations bénévoles. Alors déjà, quand on arrive dans l'association, mieux connaître les restos, parce que c'est important de connaître l'association où on est, c'est important de savoir ce qu'on y fait, parce que c'est vrai que la plupart des personnes qui arrivent, comme beaucoup, ne savent pas vraiment tout ce qui se passe au niveau des restos, donc il y a mieux connaître les restos. Ensuite, il y a une formation qui s'appelle la formation des inscripteurs, parce que quand une personne accueillie arrive au resto, elle vient avec certains papiers, elle est reçue par 2 personnes, par un binôme d'inscripteurs, qui, selon un barème interne au resto, inscrit les gens. Donc c'est très important parce que arriver au resto, c'est vraiment, on le voit bien, extrêmement difficile. Pour la plupart des personnes qui viennent nous voir, c'est la déchéance absolue. On entend souvent, on croyait jamais en arriver là. C'est toujours extrêmement, extrêmement difficile. On voit des gens devant les centres qui viennent une fois, qui repartent, qui reviennent, qui repartent. Pour eux, c'est vraiment la pire des choses. Et je crois que c'est encore peut-être pire pour les retraités. Parce que nous avons de plus en plus de retraités. Et vraiment pour les retraités, pour des gens qui ont travaillé toute leur vie, franchir la porte des restos, c'est pas rien. On vient pas au resto comme ça, il faut pas croire. Donc il y a cette formation des inscripteurs. Et puis ensuite, nous avons des formations pour mieux accueillir. Encore, pour oublier un petit peu nos a priori, pour oublier tout ce qu'on peut imaginer sur les gens que l'on reçoit, pour être dans l'accueil total, l'accueil inconditionnel aussi, parce qu'au resto on reçoit tout le monde sans distinction de race, de religion ni quoi que ce soit. Donc ça aussi, quelquefois c'est pas forcément évident. On reçoit des gens de cultures différentes. On reçoit des gens qui parfois sont agressifs, notamment quand ils espèrent avoir plus ou quand on leur dit non, vous ne passez pas dans les barèmes du resto, donc on ne peut pas vous accueillir. Ça, c'est toujours un moment extrêmement difficile. Donc c'est important que les bénévoles soient formés. Et puis on nous en demande quand même toujours plus. Donc nous avons des formations internes au Resto du Cœur au niveau national. Concernant la recherche pour l'emploi, concernant l'insertion, puisque nous sommes, la plupart des personnes qui sont au Resto du Cœur sont bénévoles. En Loire-Atlantique, nous sommes 1830 bénévoles et 18 salariés. Donc l'organigramme de l'association nationale, un conseil d'administration, un délégué général, comité d'appel d'offres. Après, il y a toutes les personnes qui s'occupent de la communication, les services généraux, les antennes. Il y a 8 antennes à peu près. Nous, on fait partie de l'antenne 3. L'antenne 3 regroupe toute la Bretagne et les Pays de Loire. Ensuite, 116 associations départementales. Pourquoi 116 ? Parce que dans un même département, il peut y avoir 2 associations Resto du Cœur. Soit parce que le département est très gros, comme dans le nord de la France, soit parce qu'il y a une association spécifique pour uniquement l'insertion. Ou alors uniquement pour les gens de la rue. Nous, en Loire-Atlantique, nous n'avons qu'une seule association départementale et 2028 centres. Voilà. Donc, vous voyez, nous faisons partie de l'antenne 3 avec un délégué d'antenne qui s'appelle Geneviève Favreau. Donc la Loire-Atlantique, créée en 86, nous sommes rue de la Garde à Nantes Entreprise. Et également, de l'autre côté de la rue de Paris, nous avons un autre entrepôt à Carquefou qui nous sert de salle de réunion, où nous avons les jouets. Vous avez tous entendu parler du vol de jouets il y a 2 Noëls de cela. Et où nous avons aussi tout ce qui est informatique et les meubles. Donc tous les petits carrés rouges, ce sont les centres de distribution des Restos du Cœur. Donc vous voyez que nous couvrons à peu près toute la Loire-Atlantique. 33 centres. Alors des très gros centres, comme le centre sur Nantes, nous avons le centre de Dalby qui est rue des Stocks, pas très loin de la gare, dans le quartier de Doulon, qui accueille à peu près 1000 familles. 1000 familles. Bien passé cette année, 1000 familles l'hiver. Nous avons le centre de Gustave Roch qui est à côté des mines, un tout petit peu moins. Voilà. 800 à peu près.
Ça, ce sont les vraiment 2 gros centres de l'agglo. Et puis, nous avons aussi Saint-Herblain, Saint-Sébastien, qui sont de très gros centres. Nous avons des plus petits centres. Hein. Le centre de Safré, c'est combien 30 familles, à peu près. Mais c'est important qu'on soit un petit peu partout parce qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent dans des tout petits villages, qui sont vraiment dans des coins un petit peu perdus. Et donc, déjà pour eux, ce n'est pas toujours évident de venir, même de faire 20 ou 30 km parce qu'ils n'ont pas forcément de véhicule et puis surtout l'essence coûte très cher. Donc on voit bien quand l'essence augmente que les personnes ont de plus en plus de difficultés. Il y a des personnes qui ne peuvent plus même venir au resto chercher leur aide alimentaire. Donc nous avons l'administratif qui est rue de la Garde. Nous avons un pôle insertion, une plateforme logistique avec une dizaine de salariés en insertion. Nous avons 2 jardins du cœur à Saint-Sébastien et à Saint-Nazaire, culture bio, chacune à peu près avec une dizaine de salariés en insertion aussi, des encadrants techniques, encadrants sociaux et un coordinateur. Donc les centres de distribution, 33 centres resto, 8-10 jardins de proximité. Le pôle Jean de la Rue, un centre d'accueil de jour spécifique pour les femmes qui a ouvert au mois de décembre 2010, qui a démarré tout doucement. Maintenant, nous en avons à peu près une quinzaine de femmes par jour. Nous sommes ouverts 3 jours par semaine. Nous avons ouvert ce centre spécifique pour les femmes à la demande de la ville de Nantes, du CCAS de la ville de Nantes, qui nous a dit qu'il y avait un besoin à ce niveau-là. Nous accueillons des femmes qui n'ont pas vraiment de chez elles, c'est-à-dire pas forcément des femmes à la rue, mais des femmes qui habitent à l'hôtel, qui habitent chez des amis, qui vont à droite, à gauche, qui sont dans des campings. Nous avons le car et la maraude. Alors le car roule d'octobre à mai, tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi. Il est place de la Petite Hollande et place Talensac. Il distribue des sandwichs, de la soupe chaude, du café. Et nous avons la maraude qui, elle, c'est un petit camion, roule toute l'année, sauf le week-end, du lundi au vendredi, et qui va au-devant des sans-domicile, vraiment les plus désocialisés, ceux qui ne se déplacent même plus au car. Nous avons le pôle hébergement. Oui, alors j'ai oublié, les pôles Jean de la Rue, nous avons un centre d'hébergement d'urgence, la maison de Coluche, qui est située rue de la Pâture, à côté du parc du Rambleau-Trot. Là, nous sommes en train de faire les travaux, 30 lits, dont 2 lits, 2 chambres pour handicapés, avec là aussi des travailleurs sociaux, des accueillants, éducateurs et une coordinatrice. Le pôle hébergement, donc 35 logements qui sont sous-loués à des personnes qui ont un projet de vie que l'on suit. Notre équipe, toujours par équipe de 2, en binôme, va voir ces personnes chez elles et puis les aide, les accompagne, parce que c'est pas toujours évident. C'est vous qui louez Oui. Voilà. Oui. Et le but, c'est que les personnes, au bout d'un certain temps, puissent devenir eux-mêmes les locataires de leur appartement. Ce qui nous fait perdre l'appartement, nous, mais qui est toujours très bien. Et donc, on se met à la recherche de quelque chose d'autre. Donc dans chaque centre des restos, comme je vous le disais, distribution alimentaire, point bébé, le vestiaire quand on a de la place, la cafétéria avec la pause café. On a parfois des ateliers cuisine, on travaille en partenariat avec la Sodexo et avec la Ligue contre le cancer. Le coiffeur aussi, des bénévoles. Alors on a coiffeur, esthéticienne, dans un petit centre on a même une manucure qui vient. De la couture, bibliothèque. Ça, c'est en fonction des locaux, parce que c'est vrai que d'une ville à l'autre, ça n'a rien à voir. Ce sont les mairies, la plupart du temps, qui nous prêtent, qui mettent à notre disposition gracieusement des locaux. Donc, c'est très aléatoire. On fait un petit peu avec ce que l'on a. Donc, groupe d'aide à la personne. Comme je vous le disais, les restos, c'est pas uniquement l'aide alimentaire. On essaye d'aller un petit peu plus loin, sans nous substituer aux travailleurs sociaux. Donc dans chaque centre, il y a un référent ou un groupe, un référent. Le groupe d'aide à la personne, on les appelle. Donc notre but, c'est de vraiment bien connaître les autres institutions et associations pour bien savoir diriger les personnes que nous recevons.
pour servir de passerelle. Nous sommes des passerelles. Et puis aussi, on s'est rendu compte que les institutions telles que la CAF, la Sécurité sociale, ne nous connaissaient pas vraiment, ne savaient pas comment nous fonctionnions. Donc c'est bien, c'est un échange. En fait, ils nous connaissent mieux après et nous, on peut mieux diriger les personnes que l'on accueille. Donc nous avons aussi de l'illettrisme, nous avons des psychologues pour les personnes accueillies. Souvent les personnes qui sont accueillies dans les centres ont eu affaire à des psychologues, ils n'en ont pas toujours gardé un très bon souvenir, ça s'est pas toujours très bien passé. Donc le but, nous, c'est que le psychologue est à la cafétéria, il n'a pas l'étiquette psychologue sur le front, et il commence à discuter comme ça, à approcher les gens. Alors après, bien sûr, il est reconnu, mais l'approche est totalement différente. Le but, ce n'est pas de faire des thérapies à long terme, pas du tout, c'est d'écouter déjà, parfois une campagne diverse suffit, et puis c'est aussi d'orienter vers d'autres, des CMP, des choses comme ça. Nous avons aussi un psychologue pour les bénévoles qui vient régulièrement, avec qui on peut parler de nos difficultés, de nos soucis. Donc les bébés, coin bébé, les vacances, nous travaillons en lien avec des centres de vacances et nous envoyons des familles. Alors suivant les années, ça tourne au niveau des centres de distribution. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'étaient jamais partis en vacances, ça les rebooste. C'est pas toujours évident, il faut les accompagner, parce que se retrouver avec des gens comme tout le monde, parce que bien sûr, quand ils arrivent dans le village de vacances, c'est pas du tout écrit qu'ils viennent de la part des Restos du Cœur. Et c'est pas toujours aussi simple qu'on peut le penser. C'est pas toujours facile. On les reçoit avant, on prévient bien les parents et notamment les enfants que voilà, les enfants, vous allez être en vacances, il va y avoir beaucoup d'offres, des glaces, des jeux. Il faut bien se rappeler que papa et maman n'ont pas forcément l'argent, donc il va falloir essayer de pas trop demander. En général, ça se passe bien, mais quelquefois, on a vu des personnes nous appeler, nous dire « je peux pas, venez me chercher, je peux pas ». C'était trop pour elles, en fait. Et puis par contre, on a vu d'autres familles complètement reboostées par ça. Les meubles. Donc nous avons un service meuble, nous allons chercher des meubles chez les particuliers, ou alors nous avons des entreprises qui nous en donnent. Et notamment, alors parfois nous recevons des personnes dans les centres de distribution qui déménagent, qui se marient, qui ont des enfants, qui ont besoin de meubles. Et nous recevons surtout au toit des personnes qui parfois n'ont rien, même pas une petite cuillère. Donc il faut tout mettre, parce qu'on a des logements vides, donc il faut tout mettre. C'est pour ça que nous avons ce service cinéma, des cinémas sur la ville de Nantes, sur la ville de Saint-Nazaire, à Châteaubriand, à Guérande aussi, je crois. Eh bien, nous donne le G, oui, nous donne la possibilité d'aller. Alors, nous achetons les places, mais à un prix très bas, c'est 3 €. Et nous faisons alors, ce sont des séances spécifiques, ça dépend des endroits, mais. Ouais, il y a des séances spécifiques. Après, il y a un échange éventuellement. Donc c'est toujours un bon moment aussi pour les personnes. Les jouets, nous faisons une distribution à Noël. Et puis de temps en temps, au moment de l'été, par exemple, nous distribuons des jouets de plein air avec nos partenaires qui nous donnent régulièrement des jouets. Et puis c'est vrai que quand nous avons été cambriolés, il y a eu un élan de solidarité absolument incroyable. Incroyable. On a croulé sous les chèques, il faut le dire. Il faut vraiment le dire. On a reçu des chèques de toute l'Europe, d'Afrique du Nord. Enfin bon, c'était assez fou. Et avec cet argent, on a notamment offert des places de cirque aux enfants sur Nantes. On a fait autre chose sur la presqu'île. On a fait autre chose, des places de théâtre sur Châteaubriand, etc. Ça nous a fait chaud au cœur quand même. Et puis la recherche d'emploi. Alors dans certains centres, nous avons des bénévoles qui s'occupent de ça, qui aident les personnes à faire des CV, à regarder les petites annonces aussi. On est en lien avec des petites entreprises, notamment pour faire le ménage dans les hôtels ou pour faire de la maçonnerie, qui ont l'habitude de travailler avec nous. Donc on leur envoie des personnes. On travaille beaucoup avec l'ICAM, qui prennent des gens en formation professionnelle. Et ça, on a vraiment un très très bon partenariat avec eux. Ils font de la remise à niveau. Et puis on peut aller voir avant si ça convient, etc. Et c'est très 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 intéressant. Alors ce qu'on appelle les manifestations, eh bien, c'est-à-dire c'est Toys R Us.
Toys R Us, nous sommes tous les ans dans ce grand magasin, nous faisons les paquets cadeaux, les personnes donnent ce qu'elles veulent. On y est à partir du mois de novembre, maintenant. Sur Saint-Nazaire aussi, Maxi Toys. Voilà. Cette année, on a fait, à Orvaux, on a fait, comment s'appelait ce magasin, au sous-sol de Auchan. Je ne sais plus son nom. Donc on a fait ce magasin-là aussi. Et puis les rockers ont du cœur. Donc l'entrée du concert, c'est un jouet neuf contre une entrée. Au mois de décembre, juste avant Noël. Ça, c'est les Restos du Cœur 44. Ce sont les chiffres de l'année passée. Donc vous voyez, 1745 bénévoles sur toute la Loire-Atlantique. 17 000 personnes accueillies, 900 bébés, 125 tonnes de légumes, 1 316 426 repas. Nous avons calculé sur 3 ans, nous avons 19,6% de personnes accueillies en plus et 25% de repas servis en plus. Sur le national, c'est 25% en 5 ans. 40 salariés en contrat aidé en insertion et 18... Les personnes accueillies, c'est en cumulé ou c'est plusieurs passages, c'est les mêmes? Ah non, 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 c'est les personnes qui se sont inscrites. 17 000 différents. Voilà, oui, oui. Oui, c'est pas la fréquentation. Non, 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 non. Non, non, non. Et 1 million, donc 1745 bénévoles. On doit être rendu cette année à 1800, à peu près. Voilà. Bon, alors ça, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater, nous, aujourd'hui? C'est au niveau des centres de distribution, de plus en plus de monde, des familles monoparentales, énormément, des femmes qui souhaiteraient travailler, mais ont des enfants en bas âge, et donc la garde des enfants, ça coûte cher. Donc, eh bien, on reste à la maison. On ne peut pas travailler parce que souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup qui sont pas très diplômées, qui n'ont pas beaucoup de formation. Ce sont les emplois qu'on leur propose, ce sont souvent des emplois en décalé, en horaire décalé, un peu tard le soir, tôt le matin ou la nuit. Et faire garder ses enfants à ces heures-là, pour elles, c'est pas possible. On a de plus en plus de retraités, des retraités âgés. Des retraités âgés, beaucoup d'hommes seuls aussi, de plus en plus, des hommes qui ont divorcé, qui ne voient plus leurs enfants, qui sont un petit peu dans la déchéance, qui sont proches ou sont tombés dans l'alcoolisme. On en a de plus en plus. Dans le milieu rural, on a vu depuis l'année dernière des agriculteurs, ce qu'on n'avait jamais vu avant, notamment du côté de Saint-Gildas, par là. Des gens qui ont des exploitations, qui travaillent 60, 70 heures par semaine, mais qui n'ont plus rien à la fin du mois. Ce qu'on voit aussi, c'est que les gens ont de plus en plus de problèmes de logement. C'est un secret pour personne. Donc les gens s'éloignent de Nantes, vont dans des petits villages, mais une fois arrivés dans le village, eh bien, il faut une voiture pour se déplacer, voire 2. Et c'est une situation que tout le monde connaît, je pense. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui parfois n'ont même plus d'argent pour venir au centre des Restos du Cœur. Donc ça, c'est quand même... c'est ennuyeux. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que, il y a un problème de transport en commun. Alors bien sûr, sur Nantes-Aglo, ça va bien. On voit bien que sur la presqu'île aussi, les personnes qui sont dans la précarité, on les transports gratuits, donc ça va bien. Mais disons que ça peut aller. Mais dans certains vraiment petits villages, voilà, je vais te laisser la parole pour en parler si tu veux, Marcel. Dans les tout petits villages, c'est effectivement très difficile. Les gens n'ont pas de moyens de locomotion pour la plupart, ou s'ils en ont, c'est des voitures dans un état catastrophique qui leur occasionnent beaucoup de frais. Donc faire face à ces frais-là, faire face aux frais d'essence, c'est pas toujours évident. Ils arrivent parfois à se regrouper, mais ce n'est pas facile non plus parce qu'on a également un nouvel aspect de nos personnes accueillies, ce sont les travailleurs pauvres. Et ceux-là travaillent et viennent au resto aux heures où ils peuvent, quand les restos sont ouverts. Donc là, ils n'arrivent plus à trouver quelqu'un pour faire du covoiturage.
Donc c'est un autre problème. Et ça, on y est confronté de plus en plus. Hein. Et c'est vraiment, on se demandait quelle solution pouvoir apporter pour aller au-devant des personnes qui ne peuvent plus se déplacer. Il m'est arrivé de voir une maman, pour vous donner un exemple, qui avait vraiment besoin des restos du cœur. Elle avait un bébé en bas âge et elle faisait 15 km aller, 15 km retour à pied pour venir au resto. Elle était dans une grande détresse et elle ne pouvait pas faire autrement. C'est un vrai problème, surtout en campagne. Au niveau des gens de la rue, nous sommes de plus en plus, notamment au car, oui, surtout, confrontés à des personnes qui ont de grands troubles psychiatriques. Et nous, on n'est pas du tout préparés à ça, on n'est pas du tout formés à ça, avec une grande violence. Une grande violence, alors c'est difficile de gérer. On est aussi confrontés à des jeunes désocialisés qui sortent des foyers et qui n'ont pas du tout. C'est une population totalement différente de ce qu'on a peut appeler avant, enfin les SDF, les vieux SDF. Ils n'acceptent pas trop les règles. Ils sont très très exigeants. Et à la maison de Coluche, on en a eu cet hiver, et c'est vrai que ça posait problème parce que du coup, ils voulaient un petit peu se montrer, faire un petit peu ce qu'ils voulaient, et ils avaient une attitude qui c'était dommage parce que du coup les autres personnes qui viennent régulièrement, qui sont un peu plus âgées, etc., et bien du coup se sentent mal à l'aise et n'ont plus envie de venir. Et ça, c'est vrai que et puis vraiment, oui, des gens qui sont très très violents, qui peuvent péter un plomb comme ça. Et donc, bon, on a bien, à la maison de Coluche, on a des salariés, mais il y a aussi beaucoup de bénévoles. Et voilà. Donc on est... À part ces jeunes désocialisés que vous évoquez, avez-vous constaté que les jeunes en général viennent plus qu'avant solliciter vos prestations? Oui. Y compris à la maison de Coluche, oui. Des jeunes qui n'ont pas de logement. Dans les centres aussi, oui, les étudiants, oui. Ou alors des jeunes qui n'ont pas de formation, qui viennent de quitter l'école et qui ne trouvent pas de travail. Ça fait partie des tendances qui oui, oui, ça aussi, oui. Oui, complètement, oui. Oui. Et puis, bon, notre gros souci, nous, et c'est pas notre nouveau trésorier des Restos du Cœur qui nous démentira, c'est l'argent, les subventions. Tous les ans, on ne sait jamais ce qui va devenir de nous l'année d'après. On est toujours suspendu à ça. On nous en demande de plus en plus quand même, il faut bien le dire. Et sans nous en donner toujours les moyens. On a toujours peur, oui. On est un peu suspendu à ça, et ça, c'est notre gros souci. Et puis, quand on parlait des dons tout à l'heure, alors les dons des particuliers sont toujours présents, mais par contre, les dons en nature des magasins, notamment tout ce qui est alimentaire, nous en avons de moins en moins, puisque les magasins maintenant travaillent en flux tendu, vendent jusqu'à la dernière minute, vendent aux soldeurs, alors que c'était nous avant qui récupérions ça. Donc ça, c'est un problème. Et même les entreprises agroalimentaires qui, notamment l'été, nous donnaient vraiment beaucoup. L'année dernière, on a vu nos dons baisser de 50%. Et cette année, ça commence très très mal aussi. Parce qu'eux aussi, ils travaillent en flux tendu. Voilà. Donc on est toujours en système débrouille. Mais bon, parfois, c'est un peu lourd. Il n'y a pas de concurrence avec d'autres réseaux de collecte, la banque alimentaire, des choses comme ça? Si? Non? C'est vrai que les grands magasins, les grands magasins ne peuvent pas donner à tout le monde, donc chacun choisit un petit peu son association, oui. D'accord, mais ma question, c'est est-ce que globalement, le volume des dons, quel que soit le canal, baisse, quoi? Ah oui, de toute façon, oui. Ah oui, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde, oui. Oui, pour tout le monde. Oui. Très bien, je pense que Voilà, oui, j'ai fini. Si vous avez des questions, je vous en prie. Merci de cette présentation qui est assez impressionnante, parce que j'imaginais en tout cas pas des volumes comme ça. Donc, vous avez la parole. Tout le monde est assommé.
Bonjour. Vous disiez tout à l'heure, on nous en demande de plus en plus. Alors, Oui. je voudrais savoir qui vous en demande de plus en plus. Les collectivités locales, entre autres, nous, Et jusqu'où ça va aller? je ne sais pas. Oui. Parce que quand même, bon, comme certains d'ici, j'ai un certain âge. Et quand je vois où on en est rendu après 30 ans, Mhm. je me dis, enfin c'est la réflexion que je me faisais ces temps-ci en disant, mais on va aller jusqu'où? Voilà. Hein, je C'est- pense c'est que la vous êtes question- dans les mêmes C'est réflexions. la question qu'on se pose un peu tous les ans Oui. avant de commencer notre campagne d'hiver. On a toujours on y arrive, mais on a toujours un peu peur. On a toujours un peu peur. Alors les collectivités nous en demandent un exemple. Là, il y a un foyer de jeunes travailleurs qui va fermer. 80 repas, enfin de jeunes, c'est pour les migrants, c'est pour les demandeurs d'asile. 80 repas tous les midis. Eh bien, on est venu nous voir en nous disant, on ne pouvait pas faire quelque chose. Et voilà, le CCAS nous dit, vous pouvez pas faire quelque chose. Bon, on a à la prochaine réunion, je vais leur dire, quels moyens vous me donnez. Moi, on peut pas tout faire non plus. Il va falloir trouver des locaux, des cuisiniers, enfin bon, tout ça quoi. Donc, on voit bien pour l'accueil de femmes, c'est une suggestion du CCAS qui nous a dit, Oui. il manque un accueil de femmes, ce serait bien. Donc, on y a réfléchi, puis on a dit, ok, banco. Non, on peut pas. Et parallèlement, on va supprimer les moyens à SOS Femmes à Châteaubriand, Voilà. Voilà. qui va être obligé de fermer. Mhm. Foyer qui accueille des femmes battues avec des enfants. Alors, quand même, je ne sais pas, moi je ne suis pas politique, je suis vice-présidente de l'UDAF 44. Donc on est un peu confronté au même problème, puisqu'on suit des familles, pas au niveau, pas quand elles sont là où vous les trouvez, vous, mais un peu au-dessus. Mhm. Et bon, demain matin, je suis en commission, j'ai regardé mes dossiers, et on a, depuis un an, on a, je dirais, 25% des dossiers à chaque commission de gens qu'on ne connaissait pas avant, qu'on n'avait jamais vus, Mhm. et qui se retrouvent en grande difficulté. Ils ont perdu leur travail, l'un ou l'autre, ou quelquefois les deux. Alors, donc, diminution importante des ressources, avec les engagements qu'ils ont, soit ils étaient en accession, ils ne peuvent plus payer, soit ils sont en location, ils ne peuvent plus payer non plus. Enfin, nous, on suit tous ces dossiers-là en impayés de loyer, en commission d'expulsion, etc. Et franchement, s'il y a des politiques dans la salle, je pose la question, on va aller jusqu'où? Et quand est-ce qu'ils vont réagir? Parce que quand je rencontre les politiques et que je leur en parle, j'ai pas l'impression qu'ils comprennent là où on en est rendu. Hein? Enfin, moi, à mon niveau, et je pense qu'on ira dans le même sens, pour moi, par exemple, sur la Loire-Atlantique, il y a à peu près entre 8 et 15% de gens qui vivent dans une grande pauvreté. Mais pas, comme vous disiez, des gens qui quelquefois ne font qu'un repas par jour et quelquefois pas. Où on va chez eux et il n'y a rien. Il y a un matelas par terre. Alors, enfin, je sais pas, il y a un moment, il y a déjà cette pauvreté-là, mais en plus, il y a la précarité qui touche une population importante. Avec les travailleurs pauvres, le fameux temps partiel choisi, hein, choisi par qui, hein, et, enfin, etc., etc. Les petits boulots, l'intérim qui grandit, on a des missions, on en a plus, etc., et plus tous les problèmes qui vont avec. Les loyers qui ont augmenté, l'énergie, n'en parlons pas, 60% en 5 ans pour le gaz. Bon, il y a un moment, 2 et 2, ça fait 4, ça fait pas 5 dans un budget. Enfin, quand on voit les budgets des familles, mais c'est évident qu'elles ne peuvent pas. Il y a des fois des budgets, quand on fait les budgets, ils sont négatifs. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un budget négatif? Il y a combien de personnes dans le département qui ne se sont pas chauffées cet hiver? Il y en a combien à qui on coupe l'eau, l'électricité, le gaz? Bon, alors, quand est-ce qu'on va se poser les bonnes questions? Moi, je pose à la salle. Oui, bonsoir, Armand Hamon, donc président des Eaux Vives.
après tout ce que vous avez dit et ce que vient de dire madame, je me sens un peu mal à l'aise, je ne sais pas quoi rajouter. On revient 2 ans, 3 ans en arrière, nous avions une quantité de personnes qui étaient sur le fil du rasoir, je dirais. Mais la crise les a fait basculer. Et les autres ne sont pas sortis. On a de plus en plus de vous rencontrer. Comme disait madame, je ne sais pas où on va. Je ne sais pas où on va. Il y a de plus en plus de besoins. Et nous sommes, j'allais dire, à budget constant. Ce n'est pas vrai. Il faut le savoir quand même que les budgets ont été, surtout les budgets d'État, sérieusement amputés pour 2011. Et puis on est prévenu au mois de mars. Quand les personnes que vous avez à la maison de Coluche, ils viennent de la halle de nuit et ils vont de l'une à l'autre, hein, ce sont les mêmes que vous, hein, avec une violence, mais violence physique maintenant. Et on a franchi, à mon sens, un nouveau pas. Cette violence exercée vis-à-vis des bénévoles hommes, maintenant c'est les femmes. On a eu les jeunes filles qui ont été frappées. Quasiment, allez, je ne vais pas être trop méchant, je vais garder un certain pourcentage, sont sous addiction. Addiction alcoolique, stupéfiant. Mais une très très forte majorité sous difficultés psychiques, voire psychiatriques. Et quand il y a un phénomène de violence, bien en accord avec la DDCS, on les remet à la rue, on les refuse. Ces gens-là circulent librement en ville. Ils sont dans un état d'excitation tel que la première personne qu'ils vont croiser, ça va en... Moi, j'ai qu'une peur, un jour, c'est qu'on arrive à une catastrophe. Pourtant, en ce moment, non, on n'a pas besoin de ça. Nous avions, je dis nous avions parce qu'on est en passe de le fermer, puisque Monsieur Apparu a décidé le logement d'abord, et on doit s'en féliciter. C'est une bonne idée. Mais pour ouvrir, on ferme d'autres structures, on coupe les vivres ailleurs. Nous, on va fermer un CHRS qui avait cette particularité, hein, vous le connaissez, CHRS du Val, où sur 16 personnes accueillies, nous avions entre 14 et 15 en difficulté psychiatrique profonde. Nous avions les moyens de gérer avec du personnel qualifié. On va fermer. Ces personnes n'ont plus de structure d'accueil aujourd'hui. Plus de structure d'accueil. Les hôpitaux psychiatriques sont surchargés. Donc on va s'orienter vers du diffus, ce qui veut dire des gens quand même qui sont encore, je dirais, en passe d'entrer dans la réinsertion. Voilà la situation. Et comme disait madame, jusqu'où allons-nous aller? Jusqu'où je ne sais pas. Je ne vois pas du tout. C'est vraiment l'inquiétude. Alors on a cette particularité un petit peu atypique, vous comme nous, d'avoir à la fois des salariés et des bénévoles. Mais quand on voit que les contrats aidés, ça va être fini, comment allons-nous pouvoir payer des travailleurs sociaux? Des gens, on ne pourra pas. C'est vrai ce que vous disiez au niveau de la violence, notamment envers les bénévoles. C'est vrai que les personnes qui sont bénévoles au CAR nous disaient jusqu'à présent, nous, on n'avait jamais été trop touchés. Il y avait cette image de Coluche et vraiment, on ne touche pas à Coluche. Et alors là, cette année, on a fermé 3 fois pour violence envers les jeunes filles, pour violence vraiment. Et c'est vrai que quand on voit les personnes qui circulent librement dans la rue, ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Et il y a un autre souci aussi auquel on a été confrontés, nous, cet hiver, notamment à la Maraude. Ce sont les familles étrangères avec enfants qui sont la nuit dehors. À Nantes, cet hiver, il y a des bébés de 10 mois qui ont dormi dehors. Il faut le savoir. Et quand la Maraude croise ces gens-là, on ne sait pas où les emmener. Il n'y a pas de place. Il n'y avait pas de place. C'était au moment des folles journées. Il n'y avait pas de place. Pas de place d'hôtel, rien du tout. On appelle la police nous dit, écoutez, vous n'avez qu'à les emmener au CHU. Ah bon, alors, seulement on n'a pas le droit de mettre les gens dans le petit camion de la Maraude, alors on a commencé à les accompagner, tout doucement à pied, et puis au bout d'un moment, les gens nous ont dit non, ça suffit, on en a marre. Eh bien, là, cas de conscience quand même, on a appelé la police, on leur a dit écoutez, on ne peut pas les emmener au CHU, voilà, les gens, ils sont là, vous devez les prendre en charge, et on est parti, parce qu'on s'est dit si jamais on reste, ils vont nous dire de toute façon, vous vous débrouillez, vous voyez bien ce que vous faites. Et je peux vous dire que les 3 maraudeurs cette nuit-là n'ont pas beaucoup dormi. C'est la solution qu'ils ont trouvée, je ne sais pas si c'était la bonne. On a interpellé le préfet là-dessus, on n'a jamais eu de réponse. Voilà. Et c'est de plus en plus.
voilà, il y a des enfants parce qu'on a des places pour les hommes, on a des places pour les femmes, mais pour les familles avec les enfants, notamment les familles étrangères, eh bien, il n'y a pas de place. Voilà. Et donc des bébés, des enfants dorment la nuit dehors à Nantes. Et c'est vrai que on est un peu démunis. Comme vous dites, on nous en demande de plus en plus. Les subventions, voilà, n'augmentent pas, ça c'est sûr. Et on est un petit peu parfois, on sert de soupape de sécurité, hein, un petit peu. On se dit, si on n'était plus là demain, qu'est-ce qui se passerait en fait? Qu'est-ce qui se passerait? Et c'est vrai que parfois il y a des bénévoles qui sont un peu ouais. Bonjour. Bonjour. Donc Maëva Bourreau. Moi j'ai fait un mémoire sur la question des nouvelles formes de précarité généralement, et mon terrain d'étude était Saint-Herblain, donc j'ai forcément travaillé avec le Secours populaire et avec les Restos du Cœur. Et moi d'abord mon étude a totalement recoupé ce que disait monsieur Desauvivre sur le fait que la question des maladies mentales était de plus en plus prégnante et je vois le quartier des Sillons de Bretagne par exemple, là, il y a le CSP qui va se monter prochainement, tout ce qui est aussi atelier santé-ville, etc. Donc il y a des choses qui se font. Moi j'étais confrontée à une difficulté quand j'ai voulu travailler avec vous, c'était sous quelle modalité on travaille ensemble. Donc je venais au nom d'une collectivité, sachant que il y a des choses que forcément vous dites, d'autres que vous ne dites pas, parce que c'est aussi l'engagement que vous avez envers vos bénéficiaires. Mais j'ai pas eu les mêmes difficultés. J'ai eu d'autres difficultés avec le Secours populaire, mais c'est vrai qu'il m'a été plus facile d'échanger avec eux, de pouvoir avoir une vision vraiment plus générale des personnes de Saint-Herblain qui étaient demandeurs. Et au final, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de personnes que ceux qui étaient évalués par le CCAS. Et il nous a manqué les données du Resto du Cœur. On a eu les grandes lignes, mais on n'a pas pu en savoir plus, les décrypter. Par exemple, on n'a pas pu savoir, alors après si vous allez me l'expliquer, et ça c'est ce que j'attends, quand vous faites un barème pour accueillir les personnes, voilà, sur quel reste à vivre vous fondez, parce que nous ça nous permet après de pouvoir vraiment comparer avec les données qu'on a nous et de savoir quand vous avez un plus grand nombre que d'autres structures ou que le CCAS, sur quoi ça repose. Alors, le barème est national et décidé au niveau du national. C'est en gros les minima sociaux. Ça fait très longtemps que ça a été mis en place. Donc vous dire à partir de quoi exactement ils sont partis. Je préfère ne pas vous le dire parce que je vous dirais sans doute des bêtises. Mais le barème, c'est un outil. C'est un outil et on prend beaucoup d'autres choses en compte. En fait, on prend en compte l'endettement, le surendettement, le loyer résiduel. Et puis les difficultés, on peut très bien, on prend des personnes pour toute une campagne, mais on prend aussi des personnes pour une semaine, 2 semaines, 3 semaines, qui sont renouvelables. Des personnes qui sont dans une difficulté ponctuelle, ou alors qui n'ont pas tous leurs papiers, par exemple. Et donc on les engage à revenir, et puis ça nous permet de les suivre. Aussi. C'est vrai que le barème, alors ça c'est une volonté du national, donc nous nous engageons à suivre, nous avons une charte où nous nous engageons à suivre les directives du national, et c'est un barème interne au resto qu'on ne divulgue pas, mais pas parce qu'on veut cacher ni quoi que ce soit, mais parce que vraiment c'est un outil, on peut dépasser un peu le barème et être quand même inscrit au resto. Voilà, oui, c'est pas quelque chose de, si vous dépassez de 2 €, vous ne serez pas pris, ça ne marche pas comme ça. Mais est-ce que vous vous rendez compte, parce que peut-être que moi qui n'ai pas une vision assez large du problème, que du coup c'est un frein au travail en partenariat avec les collectivités afin de pouvoir avoir une meilleure vision et du coup proposer des... Enfin, par exemple, l'année dernière, la Loire-Atlantique, le Conseil général a diminué les aides alimentaires qu'il donnait aux personnes qui en avaient besoin. Du coup, les CCAS se sont trouvés pendant 6-7 mois, ils n'avaient pas eu le temps de pallier à ce manque. Et du coup, il y avait besoin d'un partenariat avec toutes les collectivités, avec toutes les structures, tous les acteurs sociaux du territoire. Et ça a mis beaucoup de temps et c'était difficile de partager ces informations. Et du coup, c'était au détriment de certains usagers. Nous travaillons en lien avec les mairies, avec les CCAS, les assistantes sociales, sans connaître notre barème, envoient les personnes en leur disant bien que bon, peut-être elles ne seront pas inscrites à l'aide. Mais il faut savoir aussi que seule l'aide alimentaire est soumise
à barème et inscription. Les personnes peuvent venir au resto pour boire un café, pour chercher des vêtements, pour le coiffeur, pour tout ce qui concerne l'aide à la personne. Le fait de ne pas connaître nos barèmes n'est pas franchement un handicap pour les assistantes sociales qui travaillent avec nous. Non, c'est pas que sur le barème, c'est sur le travail en général. Après, Alors, en ce qui concerne Saint-Herblain, là, nous venons de signer une convention avec eux, justement, ouais. Avec le CCAS de la ville de Saint-Herblain, qui souhaite travailler avec nous pour déjà mieux faire connaître ce que fait la ville, et puis qu'on leur remonte aussi les problèmes rencontrés par les Herblinois, pourquoi telle activité n'a pas fonctionné. Mais il faut savoir aussi qu'au resto, à Saint-Herblain, il n'y a pas que les personnes de Saint-Herblain qui viennent. Parce que c'est pas du tout, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le centre à côté de chez vous, bien au contraire. On le comprend très bien. Il y a des personnes qui n'ont pas envie d'être vues à l'entrée des Restos du Cœur. À Orvaux, il y a des gens de Rezé. À Roques, il y a des gens d'Orvaux. Alors c'est aussi en fonction des... Il y en a un dans le fond là-bas. C'est aussi en fonction des transports, hein. Bien sûr, c'est vrai que parfois venir de Rezé à Orvaux en tramway, c'est plus simple que de prendre 2 ou 3 bus différents, surtout que les gens sont quand même très chargés quand ils partent. Voilà. Mais on essaye, c'est vrai aussi que c'est une volonté, je pense, de personnes. C'est aussi une question de personnes, je pense. Je pense qu'à partir du moment où le bureau de l'association départementale a envie de travailler en lien avec les autres, a envie d'être en réseau. Moi, je crois beaucoup au réseau. Je suis présidente depuis fin septembre, hein, c'est encore très tôt. On a une nouvelle équipe. Voilà, donc on prend nos marques. Mais c'est vrai que d'aller voir nos partenaires comme vous, les eaux vives, d'aller à la halte, etc., c'est important. J'ai pas encore fait tout ça, mais je le ferai parce qu'on travaille tous pour la même chose. On n'est pas du tout concurrents, il n'y a aucune concurrence entre nous, on travaille de façon différente, mais on travaille tous pour la même chose, et c'est ça qui compte en fait. Oui, on vous a entendu avec beaucoup d'intérêt et d'inquiétude en même temps. Tout ce que vous venez de nous dire, on l'entend dans d'autres bouches, bien évidemment, de gens qui font la même chose que vous. Et alors, ma question porte justement là-dessus. Il y a un très grand nombre d'organismes, plus ou moins caritatifs, ONG, etc., confessionnels ou pas, qui font exactement tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire de l'accueil, de l'accompagnement, et qui font le même constat que vous, bien sûr, sur l'évolution de la précarité et sur la fragilité accrue de la population, des plus jeunes en particulier, des plus vieux également, des travailleurs même eux-mêmes. Donc ma question, c'est de savoir, vu ce constat qui est général, finalement, qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble, tous ces organismes, auprès des pouvoirs publics, politiques, bien sûr. Moi, je fais partie du Conseil de développement ici. Je fais partie accessoirement de conseils d'administration des organismes que je viens d'évoquer, de certains d'entre eux. Et véritablement, la question maintenant, c'est comment embrayer sur le plan politique. Alors, il y a certaines choses qui se passent au niveau, tout ce qui se passe avec le gouvernement, pour nous, les Restos du Cœur, c'est au niveau du national. Quand on a par exemple ce fameux plan européen d'aide aux démunis qui est gravement menacé, toutes les 4 associations qui sont concernées au niveau du national travaillent. Là, je peux vous dire qu'on travaille tous ensemble pour faire pression sur le gouvernement, sur les députés européens. Après, au niveau de la Loire-Atlantique, eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut bien se connaître, il faut se regrouper, il faut ne pas hésiter il y a plusieurs réseaux quand même. Mais bon, on dit les choses, on nous entend, on nous écoute. Maintenant, je sais pas. Après, on n'a pas tellement de retour là-dessus, je trouve. Oui, une remarque. Juste une petite intervention en rapport à ce qui va être dit. Moi, mon interrogation, ça serait plutôt presque l'inverse, c'est de dire, ne serait-il pas temps que les politiques prennent la mesure de ce que font tous ces réseaux associatifs et des besoins que ça engendre?
Une remarque qui va un peu dans le même sens, une remarque de donateur. Jusqu'à présent, je donnais au Resto du Cœur, et l'année dernière, je me suis vraiment posé la question de donner. Quand j'ai lu les chiffres, l'explosion des dons en fait, du travail que vous faites, parce que j'ai le sentiment que je cautionne un système qui se met en place de charité à l'anglo-saxonne, qui se substitue petit à petit à la solidarité nationale. Et tout ce que j'entends ce soir me conforte dans ma question. Donc voilà, je suis peut-être pas le seul donateur à se poser la question de continuer à donner pour un système que je réprouve, parce que je pense que c'est pas une bonne direction de passer de la solidarité nationale à un système de charité à l'anglo-saxonne. Vous n'êtes pas le seul à vous poser cette question. Nous-mêmes, nous nous la posons parfois. On a un peu la pression de faire les choses à la place de l'État aussi, qu'on compte beaucoup sur nous. C'est vrai qu'on peut légitimement se poser la question. Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais en même temps, parfois, nous, on se dit, bon, ça suffit, voilà, on compte tous trop sur nous. On se dit, oui, mais si on met la clé sous la porte, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qu'on accueille? On ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Alors, on continue. On continue, mais bon. Alors, monsieur, je vais répondre directement à votre question. Pour les Restos du Cœur, non, surtout, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas en tant que donateur. Vous dites l'État, mais l'État c'est nous. C'est vrai que quand nous réclamons de l'argent, quand nous allons taper à la porte de la DDCS, quand nous continuons à mettre de la pression, en arrière-pensée, il faut quand même penser que nous sommes contribuables. Vous êtes là ce soir, donc je pense que vous faites partie de cette catégorie de personnes qui payent des impôts d'une part, et qui est encore dans une situation... confortable, j'entends, moi aussi, je parle pour tout le monde. Or, l'État, bien sûr, on pourrait demander, l'État ne pourra pas fonctionner avec des bénévoles, de toute façon. Ça, c'est très clair. Donc, avec des salariés, avec peut-être moins d'efficacité. Non pas que je mette en cause les commis de l'État, mais quand on est bénévole, c'est un choix. C'est une volonté. J'irais même plus loin, c'est quasiment une mission qu'on s'impose. Et ça, vous le faites, vous y allez. Donateur, non, n'arrêtez pas, je vous en prie, vous n'arrêtez pas, parce que j'écoutais madame. Non, surtout pas, parce que là, ce serait une catastrophe. Ce serait une catastrophe parce que l'État n'aura pas les moyens d'assurer. Si vous donnez, c'est que vous pouvez donner. Donc, je vous en prie, continuez. Alors, pour répondre à l'autre question de monsieur tout à l'heure, les associations... il y en a une foultitude sur Nantes, je ne vais pas commencer à les énumérer. Il y a une qui est passée dernièrement, là, qui était légalement l'Étape, qui travaille dans un autre projet. Toutes les associations ont des structures et surtout un impact complètement différent. On est tous complémentaires. On n'est pas concurrents, absolument pas, on est tous complémentaires, parce que la misère a de multiples facettes, même si nous retrouvons parfois les mêmes accueillis. Alors, non, on agit en même temps par l'intermédiaire de fédérations telles que l'AFNARS, l'URIOPS et autres au niveau national. Il y a une action aujourd'hui qui est menée au niveau national, ça commence à bouger un tout petit peu. Et nous, associations, on reste pas non plus les deux pieds dans le même sabot. Quand on travaille dans l'hébergement, le logement, sur Nantes en particulier, sur la Loire-Atlantique, devrais-je dire, on a été un peu les précurseurs de la mise en place de ce qu'on appelait un SIAO, un service intégré d'accueil et d'orientation. Il y a quand même 17 associations. Le but est de mettre nos moyens, c'est-à-dire nos logements disponibles, au bénéfice de l'ensemble des demandeurs. Parce qu'avant, une personne qui a besoin d'un logement devait remplir X dossiers, devait aller répéter et mettre sur la table à chaque fois sa misère, qu'est-ce qu'il avait amené. Certains, c'est involontaire, d'autres, ils ont une certaine responsabilité, c'est pas facile. Aujourd'hui, on n'ose pas employer le mot, c'est une sorte de guichet unique. Ils déposent un dossier une fois. Et nous avons nos travailleurs sociaux, par l'intermédiaire d'un CPO, qui a une réunion hebdomadaire et qui distribue les logements pour gagner du temps et offrir, et surtout pas se retrouver avec des logements vacants alors que la demande est énorme. Non, on travaille dans ce sens-là, une certaine mutualisation.
Mais c'est pas facile, c'est pas facile. Mais on y arrivera, je perds pas espoir. C'est vrai que nous, souvent, on entend les personnes qui voient les personnes accueillies venir chez nous, qui nous disent oui, mais alors ils viennent au Resto du Cœur, après ils vont au CCAS, après ils vont ailleurs. Mais il faut savoir qu'au Resto du Cœur, par exemple, on distribue 6 repas par semaine, par personne. On ne mange pas 6 fois dans la semaine, on mange beaucoup plus que ça. Donc c'est normal aussi que les personnes aillent ailleurs. Et je voudrais rebondir sur le SIAO. Alors c'est vrai que le logement est un problème, c'est vrai que c'est bien, mais il ne faut pas non plus tomber, je pense, dans le logement à tout prix pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont très éloignées du logement, qui n'y reviendront sans doute jamais. Il faut respecter ça. Parce qu'on voit bien qu'on a eu un exemple récemment d'une personne qui est allée dans un logement, qui était très contente, c'est vrai, mais au bout de 3 jours, elle en est sortie parce qu'elle a vécu trop longtemps dans la rue. Et c'est trop difficile de revenir. Il y a des personnes qui ne peuvent plus vivre en logement. Je pense qu'il faut respecter ça aussi. Et vouloir absolument, à tout prix, loger les gens pour qu'il n'y ait plus personne dans la rue, c'est pas forcément une bonne chose. Oui. C'est ce que vous venez de dire qui me fait réagir. Quelles sont les raisons qui poussent quelqu'un à être, à se sentir pas plus à sa place dans un logement, parce que quelque part ça offre quand même 2-3 garanties minimales, ça nous paraît à nous 2-3 garanties minimales de confort, de chaleur, voilà, donc même ça ne paraît pas assez important. Quelles sont les raisons qui font que... Alors dans un logement, il y a déjà la solitude. On est tout seul entre 4 murs, parce que dans la rue, mine de rien, on a les copains, on a les amis, on a les gens qui passent. Et puis, oui, je crois que ça ramène à trop de choses. C'est vraiment, c'est du domaine du psychique, comme vous dites. Oui, 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 je pense que c'est surtout cette solitude, en fait. C'est ce que disent souvent ce qu'on entend, c'est voilà. Et les 4 murs, se retrouver, on n'est plus au grand air, on n'est plus, même s'il y fait meilleur, même s'il fait plus chaud, même si c'est plus confortable, et ben malgré tout, on n'arrive pas à... C'est de se retrouver, c'est un peu... Tout à l'heure, je parlais des gens que l'on envoie en vacances quelque part. A priori, on peut penser que partir en vacances, c'est formidable. Eh bien non. Oui, mais je veux dire, des personnes qui n'arrivent pas à se retrouver dans une vie, alors qu'on pourrait penser que c'est vraiment bien pour elles, qui n'arrivent pas à se retrouver entourées d'autres personnes dans un lieu de vacances et être comme tout le monde. Eh bien, se retrouver dans un logement tout seul... Ben non, puis en plus si on a vécu des années et des années, ouais, c'est vraiment l'enfermement entre 4 murs comme vous dites, et puis la solitude. Enfin moi c'est ce que j'entends en tout cas. Ouais, je pense oui, pour donner un complément, il me semble avoir relu quelque part qu'il y avait eu une association avait tenté une expérience de réinsertion logement pour des personnes qui ont été de manière prolongée à la rue, et le problème se posait, alors le problème de la solitude et le problème de l'accompagnement des chiens qu'ils ont avec eux souvent, etc. Et la solution qui semblait, c'était un début de solution qui semblait satisfaisante, c'est d'avoir regroupé ces gens-là dans des mobile homes, mais pour lutter contre la solitude, de loger plusieurs personnes dans le même environnement. Et accompagner, bien sûr, avec des travailleurs sociaux, mais ça demande un accompagnement. C'est très très lourd, mais ça prouve bien qu'il y a effectivement un problème pour que ces gens-là retrouvent une habitude de logement. Il faut les accompagner. C'est pas aussi simple que ça. Ouais. Oui, vous dites que le contexte de votre activité est de plus en plus difficile, avec de l'agressivité des personnes, des conditions dures. Du point de vue de vos bénévoles, comment vivent-ils cette situation ? En d'autres termes, est-ce qu'il n'y a pas à ce niveau-là une certaine fatigue, finalement, un épuisement, un niveau de satisfaction qui n'est peut-être pas au niveau de celui qu'il était au début ? Alors, est-ce qu'il y a une fidélité de vos bénévoles ? Est-ce qu'il y a un volume qui se maintient, un renouvellement ? Et puis, est-ce qu'ils ont la possibilité de se rencontrer entre eux ? Vous dites qu'il y a 1800 bénévoles. Je veux dire, de temps en temps, ils doivent, je suppose, avoir besoin d'échanger entre eux. Parce qu'effectivement, s'ils rencontrent des difficultés de cette nature, ils éprouvent certainement le besoin de les partager avec d'autres. Oui, oui. Alors, nous avons des bénévoles qui sont là depuis longtemps.
qui parfois, c'est vrai, surtout dans les gros centres de l'agglomération nantaise, fatiguent parce que les centres sont ouverts 4 jours par semaine. Il y a 1000 familles, comme par exemple celui d'Albi, souvent des familles étrangères. Donc ça rajoute au problème parce qu'on n'arrive pas à se faire comprendre, parce que c'est une autre culture, ils sont aussi plus bruyants, donc, et puis ces bénévoles vieillissent, donc ils ont un peu de mal à supporter tout ça. Donc nous, on essaye de leur dire de ne pas venir les 4 jours, hein, de venir 2 jours sur 4, c'est mieux, de prendre un peu de recul. Tous les ans, on est submergé par les demandes de personnes qui veulent être bénévoles au Resto du Cœur. Vraiment ça, c'est... alors après... si vous voulez, quand on faisait des réunions justement pour les futurs bénévoles. Alors, vous aviez 40 personnes qui venaient à ces réunions. Sur les 40, une fois qu'on avait bien expliqué ce que c'était, comment fonctionnaient les restos, qu'on avait expliqué notre charte, parce que nous avons une charte, nous avons un engagement. On s'engage à respecter certaines choses et on s'engage surtout à être là, parce qu'on travaille en équipe. Alors, on peut parfaitement comprendre que les gens partent en vacances, soient malades, évidemment, mais c'est quand même un engagement. Et ça fait un peu peur. On entend souvent les bénévoles qui disent « Attendez, moi je travaillais toute ma vie, c'est pas maintenant que je vais me donner des obligations. » Ok, pas de problème, mais alors aller dans une autre association qui peut se permettre d'avoir des gens qui viennent comme ça une fois de temps en temps. Nous, on peut pas. C'est vrai qu'on a une certaine exigence vis-à-vis des bénévoles on va en avoir de plus en plus. Parce que c'est vrai qu'on a en face de nous des gens qui sont dans la précarité, des gens qui sont fragiles. Donc on ne peut pas se permettre de dire et de faire n'importe quoi. Si vous ne supportez pas qu'il y ait des gens qui ne mangent pas de porc, eh bien vous ne venez pas. Vous ne venez pas au resto, parce qu'au resto, on a des gens qui ne mangent pas de porc, on a des gens qui sont alcoolisés, on a des gens qui sont agressifs. Si vous n'êtes pas prêt à supporter tout ça, et on peut le comprendre, il n'y a aucun jugement de valeur. Dans ces cas-là, ne venez pas. On a vraiment ce langage-là très, très fort. Et oui, ils ont la possibilité de se rencontrer. Alors, à travers les psychologues, le psychologue qui vient pour eux, à travers les réunions de formation, à travers les réunions de début de campagne, de fin de campagne pour les responsables de centre, à travers les réunions pour les gens qui s'occupent de l'aide à la personne. Et là, nous allons remettre en place des réunions, justement. Notre grand projet pour l'année prochaine, c'est qu'est-ce qu'être bénévole au Resto du Cœur aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on y fait? Pourquoi on y vient? Réfléchir là-dessus, réfléchir à nos propres représentations de la personne qu'on accueille. Et là, ce sera aussi l'occasion pour les bénévoles d'échanger entre eux. Voilà. Par contre, nous avons beaucoup de mal à trouver des bénévoles qui prennent des responsabilités, qui acceptent des responsabilités. Puisqu'au resto, en plus, c'est une spécificité. Le responsable de l'activité, même s'il y a des salariés, est toujours un bénévole. Donc nous n'avons pas de responsable bénévole pour les appros, par exemple, pour toute la logistique. Voilà, s'il y en a qui connaissent des personnes intéressées, ou si vous êtes vous-même intéressé, venez nous voir, n'hésitez pas. Nous avons un besoin d'un responsable aussi pour la maison de Coluche. Nous avons eu un nouveau trésorier, donc on le chouchoute, on le garde. Vous voyez, il a l'air très heureux, hein, très épanoui. Non, c'est vrai que les bénévoles aujourd'hui, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. C'est vrai que nous avons quand même de lourdes charges. Nous avons des salariés devons respecter le code de travail. C'est nous qui sommes responsables. Moi, je suis bénévole. Si jamais il se passe quelque chose demain, juridiquement, c'est moi qui suis responsable. Et je suis bénévole. Et j'ai pas de formation spécifique au départ sur tout ça. Juste 2 minutes, je voudrais pas prendre trop la parole quand même, mais j'aimerais bien apporter une note d'optimisme dans tout ça. C'est vrai que Resto du Cœur, vous avez une image, hein, vous avez une image médiatique qui est là et qui récompense quand même tout le travail que vous faites. Mais pour répondre à monsieur, moi je crois quand même en l'homme, parce que des bénévoles on en trouve. Et je peux vous dire que du fait de ces événements, la violence et tout ça qui se passe dans les établissements, on devient, disons, un peu plus exigeant. C'est chaque jour de la semaine, faut être à l'heure, faut assurer. Et là, on trouve des bénévoles. Et moi, je suis admiratif devant les gens de terrain qui sont là tous les jours. Et quand je dis on trouve des bénévoles, je veux associer l'ensemble du panel de la population. On trouve des jeunes. Des très jeunes, enfin très jeunes, il faut qu'ils soient majeurs quand même. On trouve des jeunes qui viennent
Donc moi j'ai foi encore à l'homme, je pense que, et c'est pour ça que je rejoins monsieur, il est parti, il faut rester donateur, il faut être là, c'est une façon d'être présent, faut aider. Si vous n'avez pas la possibilité d'être bénévole, parce que vous, effectivement, à la retraite, parfois on aspire à d'autres choses, mais à travers un don, quelque chose, non, il faut être là, il faut être là. Et on y arrivera un jour, j'y crois. Voilà, c'est tout. Vous avez raison, dans les bénévoles, alors effectivement dans les centres de distribution qui sont ouverts dans la journée, c'est vrai qu'on a une majorité de retraités, mais par exemple le CAR fonctionne avec une grande majorité de jeunes étudiants. À la maison de Coluche, où les bénévoles interviennent le matin et le soir, ce sont des gens qui travaillent, voilà, ils viennent à la maison de Coluche, après ils partent travailler, ou ils viennent à la maison de Coluche après avoir travaillé. Non, c'est vrai qu'il y a quand même, il y a des gens qui sont motivés, qui ont envie de faire quelque chose, et on voit bien aussi que dans les collectes, par exemple, quand on faisait les collectes, avant, on n'était pas toujours très bien reçus. Hein. On se prenait parfois des choses un peu dures. Ils n'ont qu'à travailler, vous les assistez, c'est pas normal que vous soyez là, etc. Et depuis 2 ans, quand même, on sent bien que le regard a changé. On nous donne en nous disant, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Personne n'est à l'abri. Il y a quand même une espèce de solidarité qui se met en place. Alors peut-être parce que oui, on se sent concerné. Et puis on a tous autour de nous des gens qui sont tombés un petit peu, qui ont perdu leur emploi. On a des enfants qui ont du mal à trouver un emploi. Donc on sent quand même, et les personnes qui viennent tous les ans, qui viennent pour être bénévoles de chez nous, c'est pas uniquement pour l'occupationnel. C'est pas, ils choisissent, ceux qui viennent chez nous ont choisi les restos pour une raison bien précise, parce que voilà, cette association leur plaît pour X raisons, et ils ont envie de faire les choses. Ils ont vraiment envie. Alors peut-être qu'ils ont moins de temps à donner, parce que les jeunes retraités maintenant sont dynamiques, ont envie de faire plein de choses, etc. Mais quand ils sont là, ils sont vraiment là. Et ça, et on a aussi des bénéficiaires qui cherchent qui veulent être bénévoles aussi, qui nous disent, nous on a envie de redonner. Un petit peu, ce qu'on nous donne. Est-ce que vous pourriez donner quelques précisions sur la question des surplus européens là, que vous avez évoqué tout à l'heure, parce que c'est une vieille histoire, enfin les frigos européens, que Coluche avait demandé, et sur les éventuelles menaces qui pèsent sur ces questions-là. Eh bien, le plan européen d'aide aux démunis est gravement remis en cause par certains pays européens, notamment par l'Allemagne. Alors c'est vrai que les surplus européens, il y en a de moins en moins, c'est vrai, mais l'Allemagne et aussi l'Angleterre pensent que chaque pays doit s'occuper de ses pauvres. Et que ce n'est pas à l'Europe de surseoir à cela. Et donc ils veulent remettre tout ça en cause. Donc il faut savoir que pour les Restos du Cœur, c'est à peu près 23% de leurs denrées alimentaires. Pour le Secours populaire, c'est 50%. La Banque alimentaire, c'est 33%, je crois. C'est quelque chose comme ça. Donc c'est énorme, c'est énorme. Si jamais on n'a pas ça demain, franchement, je ne sais pas comment on va faire. Je ne suis pas sûre que l'État va pallier à ce manque-là. Donc on se bat vraiment là-dessus. On est... en plus, nous, au Resto, c'est quand même Coluche qui a proposé cette loi. Donc on est encore plus touché par ce problème. On attend un petit peu, on est un peu dans l'expectative, mais je peux vous dire qu'au niveau national, on bouge. On bouge. Alors pas forcément en faisant des grandes déclarations, pas forcément, mais au niveau du gouvernement et du Parlement européen, oui. Oui. J'avais une question, mais du coup, vous avez partiellement répondu. C'était par rapport aux bénéficiaires qui souhaitaient être bénévoles après pour rendre l'appareil ou pour aussi se réinscrire dans une activité au quotidien. Parce que c'est quelque chose que j'avais pu observer. Il y avait pas mal de débats sur cette question-là, sur les personnes qui sont vraiment très éloignées de l'emploi. Être bénévole, c'était une première étape pour se rapprocher de l'emploi. Mais certains... alors, c'était travailleurs sociaux et d'autres, il y avait différents avis. Ils disaient qu'en même temps, c'était pouvait être aussi une fausse solution, si c'était trop installé dans le temps, etc. Et du coup, je voulais avoir votre avis, à vous, au Resto du Cœur, et savoir si la question se posait d'intégrer les bénéficiaires dans le système de... Alors, c'est un sujet qui pose question au Resto. C'est vrai que... en théorie, oui, on veut bien mais en pratique, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. D'abord, il faut... Alors, il y a la casquette. Alors, voilà. Vous arrivez au resto, donc vous venez chercher votre aide alimentaire avant. Là, vous avez la casquette bénéficiaire. Mais pendant que vous êtes à la distribution, vous avez vraiment la casquette bénévole.
Et c'est vrai que c'est pas toujours évident vis-à-vis des personnes accueillies dont on fait partie, vis-à-vis des bénévoles aussi, hein, il faut le dire, parce que voilà, on est entre bénévoles quand même, et puis cette personne-là, elle vient, c'est une personne accueillie, c'est pas toujours bien vu, hein, c'est pas toujours bien vu qu'elle soit du même côté de la barrière que nous. Ça marche parfois très très bien. Ça dépend vraiment des personnes, mais il faut que ce soit cadré, il faut que ce soit une décision d'équipe et il faut que ce soit un accompagnement, que la personne accueillie qui désire devenir bénévole soit bien choisie aussi. Il faut bien qu'on lui explique, qu'on lui explique les choses. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont vraiment très près de l'emploi, qui sont déjà dans une dynamique, ça pose pas de problème. Des gens qui sont vraiment désocialisés, c'est un peu plus difficile, n'arrivent plus trop. Dans tout ce qui est merci. La logistique, donc pas forcément des bénévoles qui seraient au contact des autres bénéficiaires, qui pourraient être du coup plus à l'arrière dans la logistique, qui permettent d'apprendre des petits bouts de métier, des petits bouts de soit le nettoyage, soit l'organisation. Oui, mais nous, vous voulez, au niveau logistique, tout c'est un chantier d'insertion. Oui, okay. Donc il fonctionne comme ça. En Loire-Atlantique, c'est comme ça. D'accord. Donc c'est vrai qu'on... Oui. Par contre, il est à fait certain que des personnes que l'on a accueillies, qui sont venues un certain temps au Resto du Cœur, qui ont retrouvé un emploi, qui ont redémarré, ces personnes-là, il y en a certaines qui viennent à ce moment-là nous donner un coup de main. Et là, c'est très positif. Et ce sont en général de très bons bénévoles. Oui, vous aviez une question ? Oui, c'est pas tellement une question. Vous avez parlé beaucoup Europe. Je me suis tout d'un coup demandé s'il y a un dénommé Vauquier, psychotique riche. Parce qu'on a parlé un peu des psychotiques. Cette question. Je savais. Ah oui, mais quand même, on parle de l'agressivité du pauvre, qui devient même parfois psychotique. Et moi, j'ai écouté un dénommé Vauquier qui s'occupe des affaires européennes, qui quand même a fait une... Enfin, moi, j'ai vécu ça comme une agressivité énorme, comme une méchanceté, comme une saloperie totale. Il a réussi à recréer le STO, la veille du 10 mai, c'est vachement bien. Enfin bref, service de travail obligatoire pour les pauvres, baisse de revenus. Alors, j'aimerais savoir, juste dans vos réseaux, hein, que peut évoquer ce genre de personnages et de déclarations, parce que oui, je crois qu'il faut avoir foi dans l'homme, disait monsieur. Moi je crois qu'il faut avoir foi dans l'homme, oui, mais pas uniquement penser qu'aux pauvres. Il faut penser aussi aux riches. Et quand je vois un type comme Vauquier, j'aimerais connaître son origine sociale ainsi que son revenu, il se comporte pire qu'un psychotique dans la rue. Pire qu'un psychotique. Psychotique agressif. Parce qu'il y a plein de psychotiques qui ne sont pas agressifs, il y en a dans la salle, là. Voilà. Donc M. Vauquier s'occupe bien des affaires européennes, nous sommes d'accord, au gouvernement. C'est ce qu'ils ont dit à la télé, oui. Alors, comment vous répondre? Puisqu'au resto, on nous demande de ne pas faire de politique. Ah non, mais vous dites simplement s'il s'occupe des affaires européennes ou pas. Oui. Bon, si vous voulez, moi, ce qui m'a mis mal à l'aise, parce que c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup quand on est bénévole au resto et qu'on en parle autour de nous, ça interpelle, donc on nous pose des questions et puis on nous dit oui, mais bon, les personnes qui viennent chez vous, ils n'ont pas forcément besoin, puis on entend le discours de Monsieur Vauquier, il faudrait qu'il travaille, etc. Moi, ce qui m'a mis mal à l'aise hier, c'est que ça va en rajouter un petit peu dans le côté amalgame. Voilà, les gens sont RSA et ce sont des profiteurs et des gens qui veulent pas bosser. Et c'est ça qui me gêne profondément. En tant que... Voilà. Ah bah bien sûr. Oui. Bien sûr. Alors, bien sûr. Moi, je suis là en tant que responsable des restos ce soir, donc je peux pas... je parle au nom des restos, donc je ne peux pas vous dire mon sentiment personnel. Là, je vous dis, c'est que cette amalgame-là me gêne énormément. On parle beaucoup du bénévolat, là, ce soir. Et moi, je suis resté avec l'idée du bénévolat, quelque chose de sans retour, quelque chose de...
qu'on faisait, comme on dit, de plein gré, tandis qu'aujourd'hui, le bénévolat est devenu tellement institutionnalisé, il est devenu presque une forme de travail non reconnue, parce qu'il n'y a pas de salaire. Et ça m'inquiète, parce que vu tout ce monde qui attend aux portes, et puis, tous ces bénévoles, c'est généreux, mais bon, quelque part, notre cher État se contente de ça, et donc c'est une soupape, tout ce bénévolat sert de soupape sociale. Et bon, est-ce que, jusqu'où on peut aller avec cette soupape du bénévolat? Parce que moi, je vois dans les rues de Nantes, régulièrement, aujourd'hui, parce qu'on parlait qu'il y a des jeunes là, qui sont en train il y a la semaine de telle association, ils sont en train de quêter dans la rue, de vous appalguer, là. Quelque part, le citoyen lambda, il devient coupable de ne pas s'arrêter, de ne pas donner. Alors, jusqu'où on peut aller dans ce phénomène? Parce que c'est devenu un vrai... Régulièrement, dans le centre de Nantes, telle association internationale fait sa semaine de... Et donc, je ne sais pas sous quelle forme sont ces jeunes qui viennent, si ce sont encore des bénévoles. Aïe, c'est ça qui m'inquiète dans ce monde-là. C'est vrai que les personnes sont de plus en plus sollicitées, comme vous dites, toutes les semaines. Nous, quand on fait nos collectes, il y a certains magasins qui ne nous acceptent pas, tout simplement parce que 15 jours avant, ils ont eu d'autres associations qui sont venues et les clients n'en peuvent plus d'être constamment sollicités. C'est certain, oui, c'est vrai. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Les bénévoles, l'État compte dessus, on nous demande de plus en plus. Au bureau des Restos du Cœur, on travaille 30 ou 35 heures par semaine, totalement bénévolement, avec ce monsieur que vous voyez là. Il aurait pu cultiver son jardin tranquillement, et là maintenant il est trésorier. Il m'a dit qu'il vivait en appartement, donc c'est une mauvaise excuse. Il a une maison dans les Deux-Sèvres, on l'a pas dit ça. Voilà. Et donc il se retrouve avec un budget de 2 millions d'euros à gérer, avec toutes les responsabilités qui lui incombent. Moi c'est pareil, j'ai une responsabilité énorme au niveau juridique, faut mieux pas y penser d'ailleurs avant de se présenter, je crois, quelque part. Non, c'est vrai que quelquefois, oui, on se dit, sans nous en donner les moyens, et toujours, et oui, on aimerait bien... Pardon, modestement, mais je crois que le bénévolat est finalement une forme d'énergie qui est certainement en développement. Le temps de loisirs, etc., certainement en développement, mais elle n'est pas à mettre en cause par rapport à, entre guillemets, ce que certains pouvoirs publics avec des S partout pourraient faire et ne font pas, etc. Je veux dire que c'est une énergie qui est soi-disant gratuite. En fait, individuellement, elle n'est pas du tout gratuite. Je ne crois pas, personnellement, intimement, je ne crois pas au bénévolat gratuit. C'est forcément un jeu gagnant d'individu à organisme ou d'individu à individu. Sinon, ça ne dure pas et ça n'est pas vrai. Bon, voilà. Par contre, les allusions, les mises en évidence de ce climat difficile qui s'accentue, jusqu'où va-t-on, etc. Moi, je voudrais peut-être poser une question à cet organisme-là qui nous invite ce soir. Y a-t-il, caisse de résonance, vous êtes bien là pour ça aussi? Alors, mais pardon pour le terme de caisse de résonance, mais je vais dire amplificateur, intermédiaire. Je réponds oui, on est aussi un lieu qui permet de valoriser à la fois des initiatives ou de soulever des questions on évoque comme celle qui est évoquée ce soir, c'est clair, oui. Bien sûr. On évoque à parole mouchetée, enfin nous surtout au Resto du Cœur parce qu'on s'interdit d'en parler, on évoque... à la limite, ce que je dis en termes de boutade à ma présidente, mais je ne vais plus demander des subventions, je vais envoyer des factures aux organismes pour services publics accomplis. Pardon, c'est une mauvaise boutade, elle m'a dit qu'il ne fallait pas que je le dise, donc je ne le dis pas. Mais quelque part, comment organiser, comment sensibiliser, comment interpeller qui vous voulez et qui il faudrait. En cela, moi, j'ai envie de vous poser la question parce que vous avez l'air... Enfin, je découvre votre organisation... Et vous avez quand même une relation avec le monde politique, forcément. Voilà, quoi. Question grande ouverte. Oui, moi je voulais revenir sur ce que nous a dit notre ami Robin.
historiquement, l'histoire joue toujours un rôle. La sécurité sociale que nous connaissons aujourd'hui, c'est le résultat d'actions au XIXe siècle, voire même avant, d'un certain nombre de bénévoles qui ont fait des choses. Ça vient pas comme ça. Comme la société évolue, ces phénomènes de précarité que vous avez très bien décrits, de population à l'abandon, en tout cas qui sont complètement démunies, dans un monde, on n'est plus dans le village où on savait que le curé, l'instit pouvait donner un coup de main ou autre secrétaire de mairie sur les 200 habitants qu'il y avait. Aujourd'hui, dans une époque de métropolisation, enfin, plus de 50% de la population du monde habite dans des villes. Donc, c'était pas le cas il y a 30 ans, c'était pas le cas il y a 50 ans. Donc, il y a des évolutions sociales. Et de la même façon que des bénévoles se sont mobilisés sans remonter aux croisades avec l'ordre de Malte, mais on pourrait encore. Il est donc normal, surtout, enfin, moi je souscris tout à fait à ce que vous avez dit, qu'un certain nombre de nos concitoyens se sentent concernés par les problèmes qu'ils rencontrent. Alors c'est ça peut être l'humanitaire, enfin moi j'ai donné dans l'humanitaire à une époque, et donc c'est bien normal. Après, que la puissance publique prenne le relais à un moment donné ou pas, pour des raisons X ou Y, ou ne le prennent pas, c'est un autre problème. Et un jour ou l'autre, la puissance publique est appelée à prendre une position. Moi, je suis très frappé d'une chose avec les phénomènes de décentralisation qui datent de 1982 ou 83. Le département est investi de l'action sociale. Or, ce que vous faites, ce qui est fait, ce serait apparemment du ressort des départements, des conseils généraux. Vu l'état de leur budget avec leur suppression de recettes, faut pas trop compter dessus. Mais je veux dire que à un moment donné, la puissance publique sera forcément appelée à intervenir. Et sur le logement, je connais des expériences qui existent, des réalisations qui existent, et je pourrais t'en citer, justement, qui s'adressent à des populations qui n'étaient pas encore en état d'aller dans le logement, mais qui sont en train de passer à. Voilà. Merci. Pour rebondir sur ce que disait Jean-Marie au niveau du bénévolat, non, c'est pas gratuit, c'est sûr. On fait du bénévolat, enfin on vient au resto parce qu'on y croit, parce qu'on a envie, parce qu'on veut aider les autres, puis c'est un échange formidable. Et quand les bénéficiaires nous disent c'est bien ce que vous faites, on leur dit mais attendez, vous vous rendez pas compte ce que vous nous donnez, nous, ce que l'on reçoit aussi, c'est un échange, hein, c'est don contre don. Hein. Il faut pas croire que l'on vient uniquement pour faire du bien aux autres. On reçoit aussi énormément. Et c'est vrai qu'il y a aussi, bien sûr, on a toutes ces difficultés avec l'argent qui est le nerf de la guerre, mais il y a une solidarité entre nous, il y a une solidarité entre les bénéficiaires et les bénévoles, entre les bénéficiaires entre eux. Il y a une vraie volonté d'avancer, de trouver des solutions aux problèmes. Quand on a une personne accueillie qu'on a vue depuis des années et puis que d'un coup on la voit plus parce qu'elle a trouvé du travail, qu'elle revient nous voir, qu'elle nous dit bah voilà, j'ai trouvé du travail, bah c'est formidable, la journée s'illumine pour nous. Et ça arrive parce qu'on avait fait des sondages quand même. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est tout à fait pareil, mais il y a 4-5 ans, il y avait 40% à peu près des personnes qui restaient moins d'1 an au Resto du Cœur. On était là vraiment pour un moment ponctuel dans leur vie où ils avaient eu un problème d'accident du travail, ils avaient du mal à avoir des allocations, etc. Ensuite, 40% à peu près viennent entre 1 et 3 ans. Et puis le reste, oui, ce sont des gens, c'est vrai, qui viennent régulièrement. On voit même des générations, il ne faut pas se le cacher. On a vu les grands-parents, on a vu les parents, on voit les enfants maintenant. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il ne faut pas le nier, mais on est vraiment dans la solidarité. Quand on reçoit les personnes, c'est pas de la charité, c'est vraiment de la solidarité. Voilà. Et vous parliez tout à l'heure des budgets. Beaucoup de personnes viennent chez nous en nous disant, voilà, nous, ce qu'on veut surtout pas, c'est faire des dettes. On ne fait pas de dettes, mais quand à la fin du mois, on n'a rien pour manger, alors on vient chez vous. Mais surtout, leur credo, c'est de ne pas faire de dettes. Et ils y arrivent, ils ne font pas de dettes. Et nous, voilà, on leur donne à manger. Est-ce qu'il y a encore une
Une question? Oui. Bonsoir, Bruno Deshaies du Conseil de développement. On ne fait pas de politique, bien sûr, mais on a fait qu'effleurer le sujet. Pourquoi une situation de paupérisation de la population? Pourquoi? Est-ce que c'est un phénomène sociologique? Parce que quand on entend le problème de psychiatrique, là on peut dire que ce n'est pas l'économie qui est responsable, ou est-ce que c'est un phénomène plutôt lié à l'économie, à l'environnement économique, qui fait que tout le monde n'a pas un travail, qu'il y a une répartition inégale des richesses. Alors par contre, c'est là où j'ai bien compris que chaque cas est un cas individuel, mais pourquoi des problèmes psychiatriques? Est-ce que c'est lié aux addictions, alcool, drogue, etc. Et si tout ça arrangé sur un plan économique, est-ce que tout ça disparaîtrait par miracle? Dans les jeunes dont je parlais tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes qui viennent des foyers, donc qui n'ont pas connu de famille, qui à 18 ans sortent des foyers, qui n'ont pas confiance dans la société, qui décident de devenir, parfois ils décident de devenir routards, d'aller de ville en ville, de mettre la société de côté. Je crois que c'est un problème. Non, si tout le monde retrouvait du travail demain, je suis pas sûre que ça fonctionnerait forcément. Il y a tout ce qui est l'éclatement des familles aussi. C'est vrai que peut-être sans doute pour les personnes que l'on accueille dans les centres, oui, c'est un problème économique, c'est un problème de travail, mais pour toute cette partie des personnes, des jeunes notamment, que l'on voit à la halte ou chez nous, c'est vraiment, oui, perte de repères familiaux, c'est plus psychologique, oui, c'est sûr. Ouais. Je ne sais pas si vous aurez des éléments de réponse, mais j'ai envie de vous poser la question, est-ce que cette situation qu'on connaît en France, elle est la même en Allemagne, elle est la même en Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie? On a les mêmes exact pas comparer les chiffres, mais oui, on sait que partout, oui. Oui, c'est les mêmes tendances. Et c'est vrai que sur Nantes, on a aussi un phénomène, comme on est une ville réputée très accueillante, notamment pour les gens de la rue, c'est vrai qu'on voit des gens arriver vraiment de partout. Oui, on disait qu'à une époque, il y avait de la soupe populaire à Nantes et que certains maires payaient des billets de train à leur sans domicile fixe pour qu'ils viennent s'installer à Nantes. Évidemment, un billet aller, mais pas de billet retour. On est dans des sociétés de plus en plus normées aussi. Ouais. Pardon, oui. Non, je dis, on est dans des sociétés, dans un système social de plus en plus normé. Et la marginalité, elle est mal acceptée, quoi. Elle est tolérée à la limite. Mais donc c'est aussi un phénomène et en plus alors sur la psychiatrie, là on est, à mon avis, on est dans la mouise, pour un tas de raisons diverses. Oui. On a plusieurs problèmes et plusieurs populations qui sont concernées quand même, parce qu'il y a une population très marginale qui est dans les CHRS, dans les foyers, et c'est vrai que cette population-là, au bout de quelques années, c'est très difficile d'arriver à faire évoluer. Il faut beaucoup de temps si on y arrive. Mais par contre, moi je dirais que on a quand même, à mon sens, les politiques ont quand même un devoir avec un grand D. On les paye pour ça. Gouverner, pardon ? Oui. Oui, et l'État les paye pour ça aussi. On leur file des indemnités pour ça. Et leur premier devoir, c'est quand même de veiller sur leurs concitoyens. Enfin, moi, il me semble, de gérer l'État et de veiller sur leurs concitoyens. Enfin, c'est comme ça que je vois la politique. Je ne suis pas politique, donc. Pour en revenir aux populations, il y a actuellement toute une population qui est sur le fil du rasoir. Tout à l'heure, je disais entre 8 et 15% de pauvres qui vivent dans une pauvreté que vous pouvez peut-être même pas imaginer. Et il y a, pour moi, il y a 15% de plus au-dessus
qui sont sur le fil du rasoir. Hein. Les intérimaires, tous ceux qui font des petits boulots, toute cette population-là. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On attend qu'eux aussi ils soient au fond du trou. Là, on n'en aura plus 15%. Il y en aura 30%. Ça fait quand même presque un tiers de la population. Alors, là, le Conseil de développement peut peut-être faire remonter, parce que nous, à l'UDAF, on a une mission de représentation des familles. Mais bon, quand on va dans les commissions, moi je siège dans un certain nombre de commissions officielles, en fait, on voit les dossiers des familles, on voit les dossiers des autres aussi, les personnes seules, etc. On les défend de la même façon. Hein, Et... zut, j'ai perdu le fil. Et... bon, enfin, bref. C'est l'alerte aux politiques que vous vouliez évoquer. Oui, voilà, merci Philippe. Comment alerter les politiques? Parce que moi, je les croise, je les rencontre, je leur parle. La semaine dernière, j'ai vu un député, mais on n'a pas l'impression on n'a pas l'impression qu'ils prennent la mesure. Moi, c'est ça mon problème. Quel qu'il soit, on n'a pas l'impression qu'ils prennent la mesure. Ah bah, voilà. Alors, les interpeller, on le fait. Mais après, il faut qu'ils nous entendent et il faut qu'ils soient conscients. Et c'est là qu'est le problème. Oui, c'est vrai qu'on les interpelle, mais après... Oui, ben oui. Alors, peut-être que par le Conseil de développement... Pourquoi pas? Oui, oh pardon. Bon, sans faire de politique, hein, on ne fait pas de politique, c'est bien dit. Hein. Non, et dernièrement, il y a eu une manifestation, une conférence sur Nantes qui avait été organisée par une fédération, qui s'appelle, pour ne pas la nommer, c'était l'URIOPS, et où il y avait des politiques. Il y avait une députée européenne, il y avait un député, il y a le Conseil général, il y a la ville de Nantes, enfin, ils étaient tous représentés. Hein. Le titre de cette manifestation, c'était Mots de pauvres, mots MAUX, riche de mots MOTS. Et là, j'avais pris la parole, bien sûr, c'est dur de me l'enlever, et je me suis dit, je me plais à rêver un jour où il n'y aura qu'une seule institution en France qui se charge de prendre la pauvreté et la précarité en main. Moi, je sais qu'aujourd'hui, nous, on émerge au budget du Conseil général, à la DDCS, au CCAS, à la CAF. Partout, on a des établissements où il y a 4 intervenants, voire l'Europe. C'est un véritable casse-tête. Alors quand il y a pratiquement, quand on voit le fond de la caisse et qu'on gratte et qu'il ne reste plus que quelques centimes d'euros, ils se rejettent tous. Bah non, là c'est pas nous, hein, là c'est... Et ça, c'est dur à vivre. On va prendre une dernière question. Oui, c'est pas tout à fait une question, mais c'est juste un peu un ressenti par rapport à tout ce que j'ai pu entendre. Je dirais d'abord que je suis vraiment admiratif par rapport à tout ce que j'ai entendu, parce que sinon, comme mon propos va pas être forcément aussi optimiste peut-être que par ailleurs ce que j'ai pu entendre, je ne voudrais pas qu'il soit mal interprété. Moi je pense vraiment qu'il faut vraiment distinguer ce qui est le traitement des comportements d'extrême, plus que l'extrême, c'est même plus de l'extrême précarité, c'est de la marginalisation de toute nature, qui a tendance à augmenter, c'est vrai, mais qui en volume, et c'est plus une problématique sans doute de spécificité, de difficulté, et rapidement ça devient très complexe parce que même si le nombre n'explose pas forcément à ce point, c'est des choses les plus complexes sans doute à appréhender. Et d'un autre côté, la précarité, et je rejoindrai ce que vous avez dit, qui là effectivement est une donnée lourde, une tendance lourde, durable, et on en est, j'ai bien peur qu'au début, peut-être un début un peu avancé maintenant, donc faut pas rêver, 15, 30, on ira vraisemblablement plus vers les 50, parce que à un moment donné, un système qui est construit sur le fait qu'il ne peut fonctionner que si un petit nombre exploite un plus grand nombre, quand on était
collectivement, en tant qu'entité France ou Europe, faisait partie du petit nombre qui exploitait le plus grand nombre, mais maintenant ce petit nombre, il doit être réparti sur l'ensemble de la planète. Bah, automatiquement, il faut trouver le plus grand nombre partout. Mais le plus grand nombre, on va le trouver ici, on va le piocher, et on va lui faire mal. Donc la tendance, on la connaît, et elle est assurée. Alors après, une fois qu'on a dit ça, quelle est la réponse? Et quand vous dites qu'il faut interpeller les politiques, oui, mais je pense que les politiques, dans l'ensemble, je ne sais pas s'ils sont plus intelligents que la moyenne, je pars du principe qu'ils ne sont pas plus cons que la moyenne. Déjà, c'est bon. Donc, on peut penser qu'ils le savent, ça. Mais ils enfouissent leur tête bien profond dans le sable parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de réponse de fond à la question. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien réglé. Mais à mon avis, c'est ça le contexte dans lequel on est. Et donc, du coup, tant qu'il y a cette dimension, moi ce que je vois comme force dans cette dimension du bénévolat et malgré les dérives entre guillemets possibles, je veux dire, il y a quelque chose de collectivement pas totalement sain, à mon sens, d'individuellement complètement positif, mais de collectivement pas totalement sain, vu le stade, le niveau auquel c'est arrivé. Bon, effectivement, c'est une réponse quand même. Je rejoins ce qui a été dit. Si ça n'était pas là, on aurait déjà franchi un cap supplémentaire. Donc c'est totalement indispensable. Mais bon, à un moment donné, effectivement, il ne faut pas demander au bénévolat et à cette démarche-là de répondre à ce qui n'est pas du domaine. Voilà, c'est deux choses différentes. Et j'ai surtout pas de réponse. Donc, vive l'avenir. Non plus. Bien, bah écoutez, nous allons peut-être rester sur ces propos, même s'ils sont sont pas complètement optimistes. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de cette intervention qui nous a procuré une balise supplémentaire pour mesurer l'ampleur de la pauvreté sur notre département, parce qu'effectivement, moi, j'avais pas conscience des chiffres. 33 centres de distribution, 17 000 inscrits, etc. Ce sont des chiffres impressionnants qui nous frappent, bien sûr. Donc nous avons bien entendu votre cri d'alarme, dirigé en partie vers les politiques. On a aussi entendu des notions un peu plus optimistes sur, disons, pour l'avenir. On croit en l'homme, et je pense que vous avez raison. Et puis, voilà, on a aussi entendu que l'Europe sociale reste à inventer, hélas. Bien, écoutez, je vous remercie en tout cas de nous avoir éclairé sur l'action de votre association, que l'on connaissait bien sûr, mais dont je ne connaissais pas tous les détails. Et merci des échanges qui ont été absolument fructueux et riches en idées diverses. Merci à tous. Merci à vous. Merci.